aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, l'avortement est dépénalisé en France, c'est-à-dire qu'il n'est plus sanctionné par la loi. Ce droit constitue aussi une avancée majeure en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps et à maîtriser leur fécondité. C'est également un progrès de santé publique en permettant aux femmes d'accéder à l'IVG dans des conditions sécurisées et encadrées. Le droit à avorter et à pratiquer l'avortement est garanti par la loi et permet aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse de le faire sans risque d'être sanctionnées. Depuis 1975, des lois successives ont permis d'élargir et améliorer le cadre de prise en charge de l'avortement. Ces lois garantissent notamment l'accompagnement de l'État dans cette démarche pour que les femmes puissent bénéficier de bonnes conditions d'avortement pour protéger leur santé et accès à l'IVG de manière anonyme et puissent avorter sans frais. Cependant, cette loi n'est absolument pas acquise et certaines militantes féministes continuent de toujours se battre et éduquer citoyens comme citoyennes à propos de ce droit. C'est ainsi que j'ai rencontré Isabelle Asselin, gynécologue au CHU de Caen, qui était venue faire une conférence gesticulée nommée l'IVG en question. Où en est-on 50 ans après la loi? C'était à la Halle aux Poissons, au Havre, en septembre dernier, au nom de l'association Assureps. Ayant été vivement émue par cette conférence qui n'avait rien de barbant ni de soporifique, je me suis décidée à aller de nouveau la rencontrer à Caen, dans un café où elle m'avait donné rendez-vous. Je vous laisse donc avec la voix de cette militante féministe qui va, je l'espère tout comme moi, vous donner le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte pour que le droit à l'avortement ne soit un jour plus aussi fragile qu'il l'est actuellement en France. Alors, je suis Isabelle, je suis gynécologue de formation, on va dire un parcours professionnel riche. J'ai d'une part changé de boulot pas mal de fois dans ma vie et d'autre part, à chaque fois que j'ai exercé un travail, j'ai jamais bossé à plein temps dans la même fonction. C'est-à-dire que souvent j'étais à mi-temps quelque part et je faisais des bouts de temps partiel dans d'autres structures ou avec d'autres missions. Ce qui m'a permis de rester tout le temps dans quelque chose de très très dynamique. Donc j'étais gynécologue, je l'ai dit, mais avant j'étais médecin généraliste, médecin du travail, formatrice en santé sexuelle. Puis je travaillais à la maison des adolescents aussi, je travaillais pour des associations de jeunes. Est-ce que tu peux présenter l'association Assureps, s'il te plaît ? Assureps, ça veut dire Association universitaire de recherche, d'enseignement et d'information pour la promotion de la santé sexuelle. Alors en fait, j'ai fini ma carrière au CHU de Caen en étant responsable référente d'un service d'interruption de grossesse. Et j'étais très contente d'arriver dans un CHU parce que j'allais être chargée d'enseignement et je sentais que, arrivant dans la dernière ligne droite de mon exercice professionnel, j'avais aussi à transmettre. J'ai toujours, en fait, avant, j'aurais aimé être prof et j'ai fait médecine. Mais j'ai fini mes 10 dernières années en étant quelque part des fonctions éducatives. Éducatives dans le sens, parce que je sais que le mot éducation ou éduquer fait peur à pas mal de gens. J'en ai été très surprise d'ailleurs, parce que j'ai aussi donné des cours à l'école d'éducateurs. Et pour eux, éducateurs, c'était de la répression, c'était punitif et tout. Pour moi, éduquer, j'ai envie de le dire parce que si les gens étaient d'accord sur ces valeurs sous-tendues par ce mot-là, peut-être que, eh bien, ça donnerait plus de sens à nos différents boulots. Pour moi, éduquer, il y a 3 axes. Le premier, c'est de pourvoir les besoins. Donc, par rapport à la sexualité, la santé sexuelle, pour revenir à l'association, il y a énormément de besoins d'informations sur le sujet de la santé sexuelle au sens large, c'est-à-dire comment on parle de la sexualité, comment on parle du désir sexuel, comment on parle du plaisir sexuel, et aussi comment on évite ou on réduit les risques liés à la sexualité, les risques d'infections sexuellement transmissibles, les risques d'interruption de grossesse parce que on n'avait pas accès à la contraception, les risques de violence conjugale, intrafamiliale, les discriminations. Donc la première discrimination, c'est le sexisme, donc les violences envers les femmes, mais aussi toutes les formes de discrimination liées aux orientations sexuelles, liées aux identités de genre, et comment aussi on parle, sans tabou de ce sujet de la sexualité. Maintenant, il y a la notion du consentement qui est vraiment, on va dire, en ligne de mire. Certes, c'est important de parler du consentement parce que ça veut dire être d'accord tous les deux. Le problème étant, c'est pas une notion si simple que ça à aborder parce qu'il y a une zone d'ombre un petit peu. Et la zone d'ombre, c'est à ce moment-là, est-ce que on m'a vraiment
demandé de me positionner ou pas. Si je me suis positionnée, alors se positionner, c'est soit par la parole, soit par les gestes, par le non-verbal. Si je me suis positionnée, est-ce que j'ai été entendue? Si je n'ai pas été entendue, pourquoi j'ai pas été entendue? Et là, on revient à de la sociologie, c'est-à-dire les rôles sociaux, masculin, féminin. L'homme qui pense que finalement la fille, même si elle dit non, elle dit oui, et la fille qui pense que le garçon, il est toujours prêt. Donc, on est vraiment dans des rôles sociaux prédéterminés, des rôles sexuels prédéterminés, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et là, je vais revenir aussi à l'association parce qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc, on fait des mercredis de la sexualité, c'est un rendez-vous mensuel sur des thématiques diversifiées en rapport avec la santé sexuelle. Dernièrement, on a profité de la journée mondiale de la contraception qui était le 26 septembre pour faire en amont une conférence sur le sujet de la contraception avec un axe contraception masculine, parce que ça aussi, ça traverse une demande de certains couples et de quelques hommes. Par exemple, sur cette conférence, il y avait 101 personnes qui assistaient à cette conférence, dont des étudiants des différentes filières santé, donc médecine, pharmacie, sage-femme et infirmiers, mais aussi c'était ouvert tout public. Nos activités associatives sont toujours tout public. Il y a un étudiant pharmacien qui était vraiment, qui disait quand même, là on charge beaucoup le dos des hommes, mais il l'a pris pour lui, quoi. Il s'est senti agressé. Donc c'était fou parce que il réagissait de façon épidermique et il a saboté quelque part une partie de la conférence de son côté parce qu'il a pas arrêté d'en parler. Et moi j'ai vu des gens qui étaient juste devant cet homme-là qui était au fond de l'amphi, qui ont dit nous à un moment donné on pouvait plus rien entendre parce que il arrêtait pas de se moquer de l'intervenante en disant à son copain d'à côté oui mais elle exagère, c'est toujours la même chose et tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. Et quand je suis arrivée au CHU en 2007, pour moi il me semblait très important que les étudiants des filières santé soient formés dès les cursus initiaux, parce que bien sûr on aborde ces questions-là, par exemple de l'IVG quand on fait une spécialité de gynéco, mais dans le cursus des études de médecine, l'IVG c'est 1 heure de cours. Est-ce qu'on peut être compétent à l'écoute des femmes et des multiples parcours des femmes qui arrivent aux IVG, parce que la femme qui arrive dans une IVG, elle y arrive pour des raisons qui lui sont totalement personnelles en fonction de sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie conjugale, ses références culturelles, éventuellement ses principes moraux et religieux. Donc chaque histoire est singulière et cette singularité, si on ne la saisit pas, on va faire éruption de façon relativement violente, parce que même si on n'a pas l'intention de blesser, on va blesser parce qu'on va pas entendre ce qui fait que cette femme-là est comme ça pour ces raisons-là. Donc, je pensais qu'il y avait un énorme besoin en information pour le mot éduquer. En plus, éduquer, c'est aussi protéger. Protéger, c'est les 3 P. Pourvoir aux besoins, protéger. Protéger tout le temps que l'enfant, l'ado, je dirais même la personne adulte n'est pas capable de se protéger par elle-même. Et sur toutes les questions de santé, l'enfant, il acquiert des informations avec des parents qui vont plus ou moins l'accompagner vers en fait la responsabilisation ou l'autonomie, et d'autres qui vont être hyper protecteurs et qui vont sabrer sa capacité à un petit peu prendre les rênes de sa propre vie. Donc comment on accompagne ça, cette protection? Donc comment on accompagne dans un entretien médical, mais aussi avec une copine, avec quelqu'un qu'on voit dans la rue. Vous voyez des gamins qui jettent des pierres dans la rue, oui, en tant que citoyen, citoyenne, moi je vais intervenir en disant oui, une pierre, j'habite au bord de mer, moi quand je vois des gamins qui balancent des cailloux sur la plage, je m'arrive à 1 mètre, je dis mais attends, t'as vu le caillou, il me serait arrivé là, ça m'aurait fait mal. Et moi je te dis qu'un caillou, tu peux, si tu vas au bord de mer, tu le jettes dans la mer, il va tomber dans l'eau, ça va aller, mais de l'autre côté tu risques de faire mal. Il y a une conséquence quand on fait quelque chose, il y a des conséquences aux actes que l'on fait. Et enfin protéger et permettre de grandir. Donc pourvoir aux besoins, protéger, permettre de grandir. Permettre de grandir, ça veut dire être à un moment donné capable de s'envoler et de gérer sa vie en autonomie. C'est prendre de l'autonomie. Et je pense qu'en termes de santé, pour revenir au sujet de la santé sexuelle, moi j'ai traversé ma vie professionnelle en me disant, au fil des consultations individuelles au départ, que je répétais toujours les mêmes choses. Donc c'était important de faire de l'information collective, parce que c'est vrai que les citoyens, les citoyennes, les usagers et les usagères de la santé, si on les nourrissait beaucoup plus d'informations, ils arriveraient plus à bénéficier des informations transmises par les professionnels de santé qu'ils rencontrent, ou au contraire à contester certaines informations qui sont transmises de façon un peu dictatoriale, sans fondement. Donc c'est important de savoir aussi si on peut être en confiance avec la personne qui est en face ou pas. Mais comment on peut le faire quand on est usager et usagère lambda? Et moi-même, en étant aussi usagère de la santé et en ayant actuellement, j'allais dire la charge, mais la joie aussi d'accompagner ma maman qui est très vieille,
je vois bien aussi que quand on accompagne une personne, par exemple, âgée à l'hôpital, si on ne réagit pas, quelque part, il y a quand même pas mal de maltraitance, intentionnelle ou pas intentionnelle, mais il y a de la maltraitance. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ses besoins. Là, moi, j'ai récupéré ma mère à la suite d'une petite hospitalisation. J'ai dit, je vais venir la chercher dans le service, elle peut pas se déplacer, je vais venir la chercher, je ramènerai de la chaise roulante et tout ça. Quand on est arrivé avec ma fille, on l'a retrouvée, elle était en bas, près de la sortie, en chemise de nuit, elle avait été déposée dans un fauteuil. Elle était là depuis 11h le matin, alors que je suis arrivée à 4h de l'après-midi. Alors qu'elle aurait pu rester dans sa chambre, mais non, on peut plus rester dans une chambre d'hôpital parce que y a l'argent, c'est le service public. Donc à 11h, il faut avoir déménagé la chambre pour qu'on puisse faire le ménage dans la chambre et que quelqu'un puisse arriver à 14h ou à 15h. Donc cette association Assureps, c'était l'idée de faire de l'information tout public par l'intermédiaire des professionnels que nous sommes. Donc j'ai réussi à convertir à cette cause des professionnels autour de moi, des différentes filières, et aussi de faire monter en puissance les étudiants des filières pour qu'ils soient avec nous, à nos côtés, pour faire de l'information tout public. Donc au départ, c'était filière santé, donc je répète, médecine, sage-femme, infirmier, médecin, leur apprendre à travailler ensemble, parce que ça, ils n'ont pas trop l'habitude. Donc c'est valable sur tous les coins de France, il n'y a pas besoin, c'est pas simplement à Caen, c'est partout qu'il y a ces besoins-là. Et là, au niveau de l'association, on a élargi au champ médico-psycho-socio-éducatif parce que toutes ces personnes sont concernées par la santé. Et d'ailleurs, dans notre association, on a appris aussi avec la Covid à faire les mercredis de la sexualité par visio et on a des gens du Havre et de Rouen. Donc moi, je t'ai rencontré dans le cadre d'une conférence gesticulée au Havre. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre par ce genre de conférence qui n'est pas une conférence barbante et soporifique? C'est toute une histoire en fait. Parce que dans notre association Assureps qui va fêter ses 10 ans, mais la dynamique existe en fait depuis 2008, donc depuis 16 ans. On a eu le temps de faire tous les statuts de l'association que progressivement parce qu'on était toutes bénévoles et on a eu du temps de faire toutes les démarches administratives. Donc dans notre association, on a créé, parce que j'avais ça dans un coin de ma tête, comme je fais du théâtre, que le théâtre pouvait être une médiation pour aborder ces thématiques. Et dans un stage de CDN, comme ça, j'ai rencontré une fille super qui s'appelle Laure, puis d'autres personnes qui étaient avec moi, et j'aurais dit, mais ça vous plairait pas de faire quelque chose sur la sexualité? Et finalement, il y a des personnes qui ont dit oui. Et on a montré une troupe qui s'appelait Les Irrégulas, et on a monté un spectacle de 10 scénettes qui s'appelait La sexualité en mots pour une sexualité sans mots. C'est exactement ça l'idée. C'est d'arriver à mettre des mots sur la sexualité, à pouvoir s'exprimer sur la sexualité pour éviter les mots MAUX. Parce qu'il y en a qui en crèvent du fait qu'il y a un silence sur la sexualité. On est parti à une dizaine, des garçons, des filles. Le point commun, c'est qu'on avait tous fait du théâtre, mais on n'était pas tous dans la filière santé. D'ailleurs, non. Il y avait des aides-soignantes, il y avait 2 aides-soignantes. Sinon, il y avait des profs, des gens intéressés par la médiation, par le théâtre. Et on a fait des scénettes, on a écrit les textes, ou Laure nous a proposé des textes. Mais on a fait en semi-autonomie, parce que notre metteuse en scène, elle habitait à Marseille. Donc, elle venait tout simplement 3 à 4 week-ends par an. Et on a fait des scénettes sur les règles, sur la contraception, sur l'IVG, sur le sexisme ordinaire, sur l'homosexualité, sur la transidentité, sur... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Sur le viol, bien sûr, sur la difficulté d'être homme aussi. Donc, on a abordé des thématiques comme ça sur des scénettes qui duraient entre 4 à 10 minutes. Et en fait, ça a été un succès. On a tourné pendant 2017, 2018, 2019, 2020 et 2020, pouf, le Covid, le confinement. Notre dernière représentation, c'était le 8 mars 2020, parce qu'on essayait de cibler avec des événements importants du calendrier. Là, on a essayé de redémarrer en 2021. La Covid, comme vous le savez, a beaucoup impacté le moral des gens, l'énergie, et finalement, on n'a pas pu se relever de la Covid. On a juste fait une représentation, là aussi le 8 mars, et puis après, la troupe a arrêté. On a fait 2 représentations en 2021. Et là, je me suis dit, il faut que je continue. Et c'est comme ça que j'avais entendu parler de la conférence gesticulée avec l'association L'Ardeur, qui est une association d'éducation populaire. Bon, éducation, ça me parle beaucoup. Éducation populaire, bien sûr que ça me parle beaucoup, d'être au plus proche des besoins de santé des femmes et des hommes sur le territoire. Donc, ça avait été dans un creux de ma tête, ça avait été lancé par un copain de Marseille. Et puis là, je me suis un peu renseignée. Je me suis dit, tiens, oui, je vais faire cette formation. Alors, ça a été compliqué pour moi parce que ça va complètement à l'inverse de ce que je savais faire. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais des conférences d'expertes sur le sujet de l'IVG. Donc, des conférences. Alors déjà, premier truc, c'est que quand tu parles d'un sujet comme l'IVG, quand tu vas dans des congrès, quand tu fais des présentations devant des, on va dire, professionnels de santé, il faut pas que tu dépasses, des fois c'est 10, des fois c'est 15, au maximum c'est 20 minutes. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller vite, aller vite, aller vite. Et
Moi, ça m'a toujours agacé ça, parce qu'on va toujours vite. Ça ne permet pas de rentrer dans le vif du sujet. On reste toujours un petit peu dans ce que pense le sens commun, quoi. On creuse pas, on n'approfondit pas, on réfléchit pas trop, ou un peu comme tout le monde. Et quand j'ai entendu parler de cette conférence gesticulée, je suis allée voir ce que c'était, et je me dis pas mal, ça me parle ça. Et j'ai été prise pour la formation 2022, donc j'ai fait une formation sur 4 fois une semaine. Et l'idée en fait de la conférence gesticulée, donc ça veut dire conférence théâtralisée, conférence vivante, c'est d'arriver à capter l'attention de l'auditoire sur des sujets, on va dire communs. On part d'une expérience, d'une anecdote personnelle. Après, on va analyser l'anecdote avec des sources psychologiques, sociologiques, médicales, juridiques, etc. Donc c'est complètement l'inverse, parce que moi j'avais l'habitude de faire de la théorie, c'est-à-dire du savoir froid, et je faisais vivre mon savoir froid avec des anecdotes. Les anecdotes, c'est du savoir chaud. Et là, c'était le contraire. On partait du savoir chaud, et après on met des sources. Et éventuellement, pour un peu couper le côté conférence, on fait un troisième fil qui n'a pas forcément un rapport avec le sujet abordé. Donc, je savais même pas ce que j'allais faire comme sujet quand je suis allée faire la formation. Et comme j'ai toujours le fil conducteur de ma vie, ça a quand même été le droit des femmes et sexualité, contraception, IVG. J'ai pris l'IVG en question. Où en est-on 50 ans après la loi? Parce que il y a vraiment à s'interroger sur le fait que ce soit un droit, mais que l'effectivité de l'accès au droit n'est pas acquis sur tous les territoires en France. Collègues, je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. On était sur l'IVG et sur ta conférence gesticulée, donc qui a pour thème l'IVG, où on en est 50 ans après. Alors c'est l'IVG en question, où en étant 50 ans après, donc elle est sortie de chantier en novembre 2022. Depuis, je l'ai jouée une vingtaine de fois. Je veux vraiment que ça soit tout public, donc je peux la jouer dans des lycées, dans des parcours d'éducation à la sexualité. Je peux la jouer aussi dans des centres socioculturels, des maisons des associations ou à la demande de structures ou d'institutions. Et là, quand tu m'as rencontrée, en fait, c'est parce que j'avais rempli un appel à projet pour les Journées du matrimoine. Alors, il faut savoir qu'avec les Journées du matrimoine, qui est en fait un engagement intéressant de la région, donc de l'égalité femmes-hommes, et piloté par Faustine Lebras, c'est de faire le pendant des Journées du patrimoine, parce que les Journées du patrimoine ont tendance effectivement à usurper ces journées de mémoire en les focalisant sur l'héritage des hommes, des artistes hommes. Et le fait d'institutionnaliser ces journées du matrimoine, dès le début, moi j'ai postulé, on avait postulé au départ avec notre spectacle La sexualité en mots. On avait été retenu d'ailleurs pour La sexualité en mots. C'était simplement un spectacle dans les journées du matrimoine. Et cette année, comme j'étais dans l'énergie de sortie de chantier, de faire connaître la conférence gesticulée, donc postulé en disant j'aurais à cœur de pouvoir la jouer dans chaque département bas-normand, ex-bas-normand, c'est-à-dire Manche, Calvados, Orne, Seine-Maritime et Eure. Alors il faut savoir que soit quand on postule aux Journées du matrimoine, soit on a déjà des idées de lieux, soit c'est Faustine Lebras qui va nous mettre en relation avec des lieux. Alors sur Caen, j'avais déjà le lieu. Dans la Manche, j'avais déjà pris des contacts avec quelqu'un qui gère un restaurant associatif. Donc, au nom de l'association, j'ai postulé pour que la conférence gesticulée figure éventuellement dans le programme des Journées du matrimoine. La conférence a été sélectionnée et elle devait se jouer donc à Caen et dans la Manche dans un resto qui se trouve entre Villedieu et Granville. Elle devait se jouer aussi à Valogne et j'avais travaillé avec quelqu'un de la communauté d'agglomération du Cotentin et elle devait se jouer initialement à Rouen. À Rouen parce que le retour avait été que ça serait bien que ça puisse être joué justement en Seine-Maritime, qu'il y avait un planning familial à Rouen, qu'il y avait des salariés du planning familial et des adhérents et des adhérentes familiales qui étaient très intéressés par le thème de cette conférence gesticulée. Donc il y a eu un début de travail en associant le planning familial de Rouen avec Faustine Lebras et son étudiante en service civique. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire sur Rouen parce qu'il y avait déjà beaucoup de manifestations le vendredi dans le cadre des Journées du matrimoine sur Rouen. Moi, j'avais toujours défendu l'idée de jouer en Seine-Maritime parce que je sais qu'il y a des besoins et qu'il y avait déjà des gens qui adhéraient à notre association Assureps et qui étaient dans la région. Donc, j'ai dit, ça peut pas être par exemple au Havre puisque Havre, c'est aussi une grande ville, quoi. Et là, on m'a dit, si, c'est une excellente idée. Il y a la Halle aux Poissons. Je démarche la Halle aux Poissons et je vois si c'est possible. Et là, tout de suite, il y a eu un accord de Margot de la Halle aux
Poisson. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Havre pour faire ma conférence gesticulée. J'étais très contente d'aller au Havre, un peu déçue du nombre de personnes qui ont assisté à la conférence puisqu'il y avait 13 personnes. Donc ça, je ne sais pas si la communication a été bien faite sur cette conférence gesticulée. Première chose. Deuxième chose, ce qui est assez parlant, à chaque fois qu'on joue quelque chose d'un petit peu innovant quelque part, peut-être que le lieu était très content d'afficher cette conférence gesticulée, mais pas eu trop de travail de collaboration, pas eu beaucoup d'affichage puisque quand j'ai sorti mon kakémono avec l'association, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, vous faites des trucs qui est bien, faites de l'éducation sexuelle, est-ce que vous pouvez vous déplacer au Havre ?» Parce que nous, on a vraiment des besoins sur le Havre d'intervenants en éducation sexuelle. Je dis « Non, malheureusement, on peut pas faire 100 km pour aller faire une action d'éducation sexuelle. Une conférence gesticulée, on peut faire 100 km, mais pas pour aller faire des rendez-vous réguliers dans les établissements scolaires. » Donc, j'ai vu une demi-heure avant le début de la conférence gesticulée parce que j'étais un peu perdue pour arriver jusqu'à la Haule aux Poissons. Mais rien qu'en mettant mon kakémono et en me préparant, il y a plein de gens qui se sont arrêtés devant le kakémono à Sureps parce qu'on décline toutes nos actions, donc les conférences gesticulées, l'éducation à la sexualité, l'éducation périnéale, les mercredis de la sexualité, la journée mondiale de la contraception. Donc vraiment, on avait l'impression que ça correspondait vraiment à un besoin. Ce qui était intéressant dans le public du Havre, c'est que le public était diversifié, c'est-à-dire que c'était complètement intergénérationnel. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes et des plus vieilles, on va dire ça comme ça. Et aussi, ce qui était interpellant, et je pense qu'il y a du boulot à faire, il n'y avait pas d'hommes. Sur une question de l'IVG, ou quand même quand il y a une grossesse qui va être dans un parcours d'IVG, il y a quelqu'un, un homme qui est passé par là. Mais on a eu la même chose du côté de Granville, on n'a eu qu'un seul homme. Et à Caen, sur les 33 personnes, il y avait 27 jeunes, 6 professionnels, enfin professionnels ou citoyens, citoyennes. Et en tout, il y avait que 2 hommes. Quand à Valogne, eh bien, ça a été annulé 5 jours avant, soi-disant pour des raisons de maintenance, alors que j'ai besoin de rien. Comme tu as pu le voir, j'arrive avec un sac, avec 2 vestes, j'ai un foulard. Et c'est tout, quoi. Et il faut juste une salle, 4 chaises. J'ai besoin de 2 chaises pour jouer, une petite table basse et soit 2 autres chaises pour mettre mes affaires, soit accrocher 2 cintres avec mes 2 vestes. Donc, j'ai besoin de rien. Donc, 5 jours avant, ça a été annulé. Donc, ça montre que le sujet de l'IVG, 50 ans après, c'était aussi pour ça que j'ai fait cette conférence, est encore un sujet très clivant. C'est regrettable. C'est d'autant plus regrettable, comme j'ai dit dans la conférence, que ce droit est menacé non seulement aux États-Unis où il a été sorti de la Constitution, mais à côté de nous, de l'autre côté de nos frontières, ce droit a été remis en question, supprimé ou très réduit. Pas des droits qui sont inscrits dans le marbre et que je pense que où qu'on soit sur notre territoire ou ailleurs, il faut vraiment s'engager pour défendre ce droit fondamental qui est le droit à la contraception et à l'IVG, qui est un droit de choisir à un moment donné si on peut, si on veut, si on a les circonstances favorables pour s'investir dans une parentalité. Oui, parce qu'on parle donc de la ville du Havre qui t'a accueilli. C'est une ville de 170 000 habitants qui n'a pas de planning familial. Il y a des centres de planification, certainement, des centres de santé sexuelle. Oui, parce il y en que a le centre de planification, c'est centre de santé sexuelle. Planning familial, c'est vrai que cette association qui a été précurseur et très militant dans les luttes pour le droit à la contraception, c'est des associations qui ont vu le jour en 1956. Au début, ça s'appelait le Mouvement pour la maternité heureuse. Après, ça a été planning familial. Et il n'y en a même pas un dans chaque département français. Par exemple, dans la Basse-Normandie, que Manche, Calvados, Orne, il y en a à Alençon, il y en a à Caen, et il n'y en a pas dans la Manche. C'est assez scandaleux quand même. Voilà, donc effectivement, s'il n'y en a pas au Havre, c'est quand même, le planning familial, ça va être quand même un lieu, je sais pas si tu te souviens comment j'en parle au début de ma conférence, parce que c'est un lieu qui va être un peu le lieu refuge, ou le numéro de téléphone refuge, de femmes qui sont en errance pour avoir accès à la contraception, et qui, parce qu'elles ne trouvent pas près de chez elles, eh bien, elles ne savent pas où aller, elles téléphonent au planning familial, quoi. Bon, avec les problèmes aussi liés à l'organisation de la santé et la gestion des hôpitaux publics maintenant, il faut dire que là, c'est sur tout le territoire national et c'est mis en évidence dans des rapports, c'est que les femmes doivent faire de plus en plus de kilomètres pour être prises en charge pour leur interruption de grossesse. Et sachant que les femmes précaires n'ont souvent pas les moyens de le faire. Alors les femmes qui sont en situation de précarité sont des situations où elles n'ont pas forcément, on va dire, l'argent pour se payer le bus, le train, voire elles n'ont pas quelqu'un de la famille, des amis qui peuvent les emmener en voiture pour être prises en charge à 20, à 30, à 50, à 100 km.
Parce qu'en plus, l'IVG reste quand même un tabou dans beaucoup de sphères sociales et dans beaucoup de familles d'ailleurs. Alors, ouais, ça c'est un peu un paradoxe que je développe dans ma conférence, c'est-à-dire que 33% des femmes connaissent cet événement au moins une fois dans leur vie, mais pourtant elles en parlent peu ou pas du tout. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés sur cet événement IVG et aussi beaucoup de pression, on va dire, sociale, voire culpabilisante sur les femmes qui font une IVG. Alors, c'est comme si les femmes étaient complètement irresponsables et qu'elles arrivaient aux IVG à cause du fait qu'elles n'avaient pas pu gérer une contraception, une relation par exemple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et là j'ai plutôt envie d'inviter les gens à venir voir ma conférence parce que j'explique vraiment tous ces préjugés, toutes ces idées reçues sur l'IVG et également je mets en scène des parcours singuliers de certaines femmes. Ce que j'ai peut-être envie de partager pour une radio où il y a de l'auditoire, c'est que contrairement à l'idée reçue, les femmes qui se trouvent en situation d'IVG, il y en a à peu près entre 60 et 70%, c'est un échec d'une méthode de contraception, parce que les méthodes de contraception sont pas fiables à 100%, quelquefois elles sont mal expliquées, ou on n'a pas validé le fait que les informations soient bien comprises. Donc, quelque part, si on optimisait les données informatives et les échanges sur la contraception, peut-être qu'on réduirait les échecs de contraception. Mais il n'y a pas que des femmes qui sont en échec de contraception. Aux IVG, il y en a à peu près entre 60 et 70%. Après, il y a des situations qui sont extrêmement complexes et singulières et que pour ces parcours, il est important que les professionnels qui travaillent dans ces secteurs soient formés à un entretien très difficile, l'entretien d'IVG. Il faut qu'elles soient formées et quelquefois, dans certains bassins, dans certaines organisations, on va plutôt mettre aux IVG l'interne qui arrive, qui a aucune formation parce que les gens qui sont en place, les médecins qui sont en place ont pas du tout envie de s'en occuper. Alors quand je disais que 33% des femmes connaissaient l'IVG au moins une fois dans leur vie, le problème c'est que le parcours de l'IVG c'est un parcours encore de l'ombre, elles en parlent pas, alors que le parcours qui mène à l'accouchement, il est un peu glorifié et les professionnels de santé qui sont en face de ces femmes-là, ils vont avoir une attitude plus positive, plus ouverte par rapport à une femme qui va aller à l'accouchement que par rapport à une femme qui va dans le parcours de l'IVG, alors que c'est la même femme à différents moments de sa vie. Et justement, ça, c'est aussi très lourd pour certaines femmes d'avoir à vivre ce qu'elles perçoivent comme un a priori négatif, un jugement, et ça renchérit un peu sur la culpabilisation des femmes par rapport à cet acte-là. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu présentes ta conférence gesticulée dans les mois à venir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut adhérer à l'association? Alors on peut adhérer à l'association Assureps. Quand on est étudiante, c'est 1 euro. Quand on est professionnel, citoyen, citoyenne, c'est 15 euros. Ou plus, si on veut donner plus, bien sûr. L'adresse mail, c'est assureps, @gmail.com. Donc bien sûr, vous êtes bienvenus à l'association. Vous recevrez tout le programme des mercredis de la sexualité et des différentes activités qu'on organise. Pour l'instant, j'ai une conférence qui va se faire dans un tiers-lieu dans l'Orne, à Putange, au Crabeau, le 10 novembre. Je vais aussi jouer dans pas mal de lycées parce que j'ai intégré cette conférence gesticulée comme première séance d'éducation sexuelle dans un parcours d'éducation sexuelle. Là, il faut rappeler que normalement, chaque élève devrait avoir 3 séances par an d'éducation sexuelle depuis 2001. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire dans certains établissements 3 fois 2 heures. Donc, quand je fais 3 fois 2 heures, la première séance, ça va être la conférence gesticulée. Et ça, l'an dernier, j'ai fait comme ça a très bien marché dans un public qui était composé à 98% d'hommes. Ils ont adoré. Sinon, je vais probablement la jouer aussi autour du 25 novembre. Bien sûr, j'essaye de marquer le 25 novembre, le 8 mars. Je vais essayer, et là, justement, s'il y a des gens qui écoutent ta radio, moi, je suis prête à aller la jouer là où on me demande, en sachant qu'il me faut pas grand-chose, mais il me faut surtout du public qui se sent concerné par la question. Et je viens volontiers parce que c'est vrai que la Seine-Maritime, j'ai juste à passer le pont de Normandie. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en plus? J'ai envie peut-être que ce soit toi qui parles maintenant en disant ce qui a fait écho dans cette conférence gesticulée. Pourquoi tu as aimé cette conférence gesticulée? Tu as dit tout à l'heure pourquoi c'est pas une conférence barbante et tout. Donc ça serait bien un peu que tu fasses un retour sur la façon dont tu as perçu cette conférence gesticulée.
La conférence pour moi a été importante, même s'il y avait très peu de public, parce que oui, on n'est pas dans une conférence barbante, c'est-à-dire que c'est une conférence théâtralisée où on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses que l'on n'apprend pas forcément sur Internet et encore moins à l'école, parce que, encore une fois, je pense que moi, comme beaucoup de personnes, on n'a pas eu ces 3 cours réglementaires depuis 2001 chaque année sur l'éducation sexuelle. Je pense que c'est important aussi parce que, quoi qu'il arrive, je pense qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on est concerné par cette question, parce que même si c'est la femme qui décide, quoi qu'il arrive, par rapport à l'IVG sur son corps, la parole de l'homme peut être entendue, et même tu en parles à un moment dans la conférence, et je pense que c'est pour ça que les hommes devraient y aller, que oui, la parole de l'homme sur comment gérer cette IVG est entendable et doit être accompagnée, même si à la fin c'est la femme qui décide. Et ce moment dans la conférence, moi, m'a fait prendre conscience de oui, en fait, les hommes doivent venir, doivent écouter. Et oui, encore une fois, tu fais des blagues, c'est très vivant, c'est pas romancé, dans le sens où ce sont des faits avérés, tu parles de patientes qui sont venues te voir, tu rapportes des faits concrets, et c'est un point de vue sur le réel. Et je pense, oui, que c'est important parce que ça touche tous les publics, et je pense que, dès le collège, on peut entendre cette conférence gesticulée, parce que même si on va pas retenir tous les chiffres, on va prendre conscience de ce que c'est l'IVG, le fait que c'est encore remis en question aujourd'hui en France, et que ça ne devrait pas l'être, que c'est un combat encore à mener pour toutes les femmes, et qu'il n'y a pas de honte à avorter. Alors, ma conférence gesticulée, j'ai juste à ajouter que je la propose dans un cursus à partir de 15 ans. Là, c'est tout simplement pour être beaucoup plus en accord avec cette histoire de majorité sexuelle qui n'existe pas au niveau de la loi. Quand même, on différencie les mineurs de plus de 15 ans et de moins de 15 ans. Donc, ça correspond à la sortie du collège. Et c'est vrai qu'au lycée, on travaille beaucoup plus sur des sujets de société qu'au collège. Quoique maintenant, il y a aussi les plaidoiries pour les collégiens qui durent 3 minutes. Voilà. Mais je trouve que, en plus, comme il y a tout le rappel historique sur le droit des femmes et le rappel juridique, parce que c'est très important de connaître les lois qui sont dans le pays où on vit, et que ces lois, il faut les connaître, et qu'il faut savoir les opposer à des gens qui diraient non, on n'a pas le droit d'avorter parce que là vous êtes trop tard, alors que c'est pas vrai. Donc c'est très important de connaître toute cette partie historique et juridique à mon sens, et ça participe aussi au fait que les citoyens et citoyennes, les usagers et les usagères, quelque part ils vont vraiment devenir, ils sont pas simplement victimes, ils sont aussi sujets, et ils peuvent devenir acteurs de leur propre santé, actrices de leur propre santé. Et ça c'est important, de reprendre les rênes sur son corps, sur son choix, voilà, sur des sujets comme ça. C'est pour ça aussi que les médecins sont en difficulté par rapport à ça, parce que les médecins, ils ont l'habitude de décider. Non, par rapport à l'IVG, ils ne décident pas, c'est la femme qui décide. Le paysage va peut-être s'éclaircir aussi, parce que maintenant, il y a le droit pour les sages-femmes de pouvoir accompagner les femmes en demande d'IVG. Donc les IVG médicamenteuses, ça fait depuis quelques années. Par la loi de 2022, elles vont pouvoir faire des IVG instrumentales. Le décret d'application n'est pas encore paru, on peut se demander pourquoi c'est aussi lent aussi d'ailleurs. Mais ça va peut-être changer un petit peu la donne. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir prise de conscience que c'est vraiment un acte comme un autre, mais on en est encore loin. Merci beaucoup. De rien. Du temps. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays mais au monde, aux femmes des États-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui dans notre pays luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. J'aimerais encore une fois remercier Isabelle Asselin de l'association Assureps, l'association de promotion de la santé sexuelle dont nombre de conférences peuvent être trouvées en ligne sur Zoom, si ce n'est sur place. L'association fournit aussi un grand nombre d'informations dans sa newsletter à l'adresse assureps@gmail.com, qui s'écrit assureps@gmail.com, dont je vous conseille vivement de vous abonner tant leurs informations sont précises comme précieuses. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.